Bonjour les amis, salut les altérés et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered. On se retrouve une nouvelle fois sur le logiciel Exalted où on va pouvoir tester nos decks, nos decklists, les cartes qui sont actuellement révélées. Et comme pour la vidéo sur Fen et Crowbar, je vais vous présenter aujourd'hui une decklist avec Teja et Nora, puis vous proposer 3 parties filmées que je vais vous commenter en replay pour analyser un petit peu les manœuvres qui ont été faites, les misplays qu'il y a pu y avoir et les combinaisons qu'il peut y avoir avec ce deck. Alors, Teja et Nora, donc c'est un héros quand même qui est assez connu, c'est un des héros qu'on a révélé en premier et qui est dans le deck de base, le deck préconstruit que vous avez peut-être commandé ou que vous trouverez en boutique. Teja et Nora, qu'est-ce qu'elles nous disent? Le premier personnage que vous jouez chaque après-midi gagne un boost. Le boost, c'est un compteur, +1, +1, +1, à mettre du coup sur les 3 statistiques, ce qui fait que le premier personnage, et seulement le premier que vous jouez du coup chaque tour, va gagner +1 dans ces 3 statistiques. Le principe du coup des decks Muna avec Teja et Nora, ça va être de faire tenir le plus possible vos personnages sur les expéditions en leur donnant le mot-clé ancré qui leur permet de rester un tour de plus sur le terrain sans partir en réserve ou sans partir en défausse à la fin du tour. Soit les cartes en elles-mêmes, comme par exemple le fameux champignon éternueur, gagnent ancré directement dans leur capacité, soit vous allez avoir des effets pour leur faire gagner ancré. Par exemple, le druide Muna, si vous le défaussez de votre réserve, il va donner ancré à une créature qui coûte 3 ou moins. Par exemple, pouf pouf pouf, elle est passée où? Parvati, qui va donner du coup ancré à un personnage quand elle arrive en jeu. Il y a des petites sucreries comme entraînement à la méditation, qui va faire pareil, qui va ancrer un personnage qui coûte 3 ou moins. Ou alors, ça vient de nulle part, le sommeil réparateur, si vous gagnez sur une ligne et que vous gagnez avec trop de force, vous pouvez dépenser le sommeil réparateur pour endormir votre propre personnage pour qu'il reste pour le prochain tour. On voit pas venir, c'est génial. La decklist est assez classique en termes de cartes rares, parce que j'ai voulu tester un petit peu les cartes les plus réputées de la faction. Le champignon éternueur en carte rare, parce qu'à midi, il va gagner lui-même tout seul comme un grand un petit boost supplémentaire, donc on va essayer de le faire tenir le plus longtemps possible. Je vous recommande pas cependant de monter des grosses tours comme ça sur une seule créature, de tout mettre dessus tous les tours, parce que toutes les factions ont accès à des gestions de personnages, notamment les créatures qui coûtent 3 ou moins. Ça se prend les zoos, ça se prend les intimidations, etc. Donc voilà, ne misez pas tout sur une seule créature. Donc le champignon éternueur qui se booste tout seul sans qu'on ait besoin de mettre une carte en plus pour le booster, c'est pas mal du tout. L'effet d'Yggdrasil en carte rare également, c'est vraiment un gros body, comme on dit, une grosse carte avec des grosses statistiques. Et la version rare fait que chaque joueur pioche et non pas seulement votre adversaire. Donc ça peut être très intéressant, surtout quand elles viennent de la réserve, elles ne refont pas l'effet, là elles deviennent vraiment très fortes. Le monolithe, donc le monolithe A4, qui permet en rare, à un personnage non jeton, quand il rejoint une expédition, de gagner un boost. Donc dès que vous faites entrer un personnage et que vous avez le monolithe qui est en place dans vos permanents, ces personnages, pas que le premier, n'importe quel personnage, vont gagner du coup un boost, ils viennent de la réserve ou de la main. C'est très fort, ça coûte 4 par contre, donc il faut trouver la tempo, le bon moment pour le poser sans nous mettre trop en retard. Et c'est pas si facile, d'ailleurs ça m'a posé problème dans mes parties. Parvati en rare également parce que du coup son effet refonctionne depuis la réserve et je trouve ça très fort. Les vendangeurs du fuseau également en rare, qui permettent, si jamais ils ont au moins 2 boosts à midi, de ravitailler, donc de mettre la première carte du deck en réserve. Moi qui joue beaucoup l'Irage, j'adore jouer avec la réserve, je trouve ça très fort de pouvoir poser une carte dans la réserve. C'est comme si on piochait une carte dans la main mais qu'elle était révélée. Surtout que c'est à midi, donc vous n'êtes pas limité à avoir 2 cartes dans votre réserve. Vu que c'est à midi, pof, elle arrive dans votre réserve, vous avez tout le tour pour les jouer. Donc je trouve ça très fort. Par contre, ça demande de bien les poser au bon moment, les vendangeurs, parce qu'il faut qu'ils aient 2 boosts. Donc juste les poser avec l'effet de Teja, ça ne suffit pas. Toutes les cartes sont en x3, sauf abreuvé en x2 pour donner des petits boosts, parce que c'est pas une carte qu'on veut forcément en début de partie, c'est une carte qu'on va vouloir avoir en fin de partie, voire même des fois on n'en a pas besoin. En x2 également, le fuseau qui donne Corias 2 à nos créatures, donc en gros à nos personnages, donc en gros ça va coûter 2 de mana de plus de les viser avec des sorts ou avec des capacités de personnages. Je suis pas monté à 3 parce que je trouve que 2 c'est pas mal, parce que toutes les factions ou tous les decks ne jouent pas forcément des removals comme on dit, donc des choses pour enlever vos créatures. Peut-être à x3, ça va dépendre de la méta, ça va dépendre de ce que jouent un petit peu les gens lors de la sortie du jeu. S'il y a beaucoup de contrôle, il faudra peut-être le passer en x3.
Et Yonsu le tisserand en x2 parce que j'ai pas si souvent ça de plantes en jeu. Je peux avoir des Kitsune, des Inari, etc. Donc voilà, son effet est pas tout le temps activable, donc il est seulement en x2. Voilà pour la decklist, elle sera évidemment en description. En termes de cartes que j'ai assez peu joué, il y a Cernunnos, le pauvre, vraiment délite sa gueule sur lui. Je l'ai beaucoup envoyé en mana et je pense que j'aurais dû plus le jouer. Inari, pas mal quand je l'ai pioché. La Kitsune, je l'ai pas tout le temps posé parce que, voilà, chaque joueur qui pioche une carte, moi j'aime beaucoup piocher des cartes, mais il y a des moments où j'ai pas envie de remettre des cartes dans la main de mon adversaire. Donc peut-être Kitsune à voir, même si je la trouve très très forte et que j'aime toujours la voir, on sait jamais. Et on enchaîne avec les 3 parties commentées. Première partie, on va jouer contre Oracle en Lyra, donc Oracle, le personnage. Il permet, lorsque vous posez une créature qui a une statistique à 0 au moins, de gagner un jeton spectacle. On va le voir là d'ailleurs. Donc hop, première créature posée, qui a des stats à 0 quand elle arrive, elle se booste ensuite, mais quand elle est posée, elle est considérée comme ayant des stats à 0. Donc, Oracle va gagner un jeton spectacle, et à 5 jetons spectacle à midi, donc c'est pas quand elle veut, enfin quand il veut, c'est à midi, le personnage, du coup, vous pouvez incliner votre carte héros et jouer gratuitement la première carte de votre deck. Donc c'est un jeu qui peut, encore une fois, de l'aléatoire c'est Lyra, c'est un jeu qui peut sortir des gros tons assez vite. Donc, il a commencé avec une carte à 1 ou 1-1-1 à gauche, j'ai pu opposer mes petits fuseaux pour pouvoir avancer tout de même. J'avais rien de vraiment mieux à jouer pour le tour 1. C'était un petit peu overkill, comme on dit, de jouer, par exemple, la fille d'Yggdrasil, une 5-5-3 face à une triple 1. Bon, voilà, on joue les fuseaux, il reste un tour de plus, tant pis pour leur effet qui se déclenche pas parce qu'il faut utiliser 3 petits jetons dessus. Mais on va pouvoir commencer à faire la petite boucle, c'est-à-dire une carte ancrable qui va rester tour 1, tour 2, et en plus de ça, notre petite Parvati qui va pouvoir lui permettre de rester un tour de plus. Il va rejouer du coup pour la petite précipitatrice, et là pour 3 mana, voilà, c'est le gros combo que peut nous sortir Lyra. C'est le Yonsu qui sort du coup pour 3 et qui est une triple 5 qui va nous mettre du coup un petit peu de pression, parce qu'il va avancer des deux côtés, et nous pas. C'est une grosse combo que peut sortir Lyra. Ça demande quand même de pouvoir mettre la précipitatrice au tour 1, et de pouvoir la ressortir pour 1 du coup au tour 2 depuis la réserve. Ça arrive pas non plus tous les jours de sortir cette combo là, mais c'est vrai qu'elle est assez forte, et ça lui permet de prendre un petit peu d'avance, du coup, parce qu'il a rattrapé son retard, il m'a empêché d'avancer, et il a avancé de l'autre expédition. J'ai aussi un Yonsu, le mien doit s'activer si j'ai au moins 2 plantes sur le terrain. Vu que j'ai 2 champignons dans la main, une fille de Drasil, je pense que c'est champignons qui va partir en mana, effectivement. Parce que bon, j'ai plutôt tendance à mettre en mana une carte que j'ai en x2 dans la main pour avoir plus de possibilités différentes, en fait. Bon, c'est une façon de jouer, c'est pas forcément la meilleure. Le petit Tanuki qui arrive et qui va défausser Parvati pour pas que Parvati refasse son effet et continue d'ancrer une petite carte tous les tours. C'est pas grave, c'est acceptable de perdre Parvati et de pouvoir jouer la fille d'Yggdrasil. Je préfère limite dans cette situation perdre Parvati de la réserve plutôt que de perdre ma fille d'Yggdrasil qui va du coup revenir au tour suivant pour 3 et qui va être très très forte. Elle est boostée évidemment par le fait que c'est ma première carte jouée du tour, donc l'effet de Teja Enora me permet de le booster. Donc ça met pas mal de force, surtout que là il a dépensé déjà 3 de mana pour le Tanuki, qui a une force à 0 en eau, alors qu'il a besoin de gagner en eau. Il rajoute le stade Lyra qui lui permet juste d'égaliser, donc de ne pas avancer, mais juste d'égaliser. C'était pas forcément utile, je pense, de le jouer à ce moment-là, le stade Lyra, parce que forcément à droite il ne va pas avancer, parce qu'il me matche juste sur le biome forêt qu'il a besoin pour avancer. Je gagne en biome d'eau, donc je vais avancer à droite quand même parce que je vais gagner en eau, je vais gagner en montagne, et je vais pouvoir avancer tranquillement sur l'expédition héros. Je pense que le Skaldira était pas obligatoire, surtout que voilà, ça va lui obliger à défausser une carte de sa réserve, qui peut n'en avoir que 2. La gestion de la réserve, c'est très très important, les amis. Je pense c'est une belle courbe d'apprentissage quand même, de bien gérer sa réserve, de pas en avoir trop, de savoir quand la jouer, de pas devoir en défausser. C'est vraiment c'est pas si facile que ça. Et ça va être, je pense, belle courbe d'apprentissage. J'ai mis Cernunnos en mana, le pauvre Cernunnos, je vais jamais le jouer, mais dans ma tête, je préférais jouer peut-être Yonsu, le sommet je voulais le garder, et puis Kitsune pour piocher un petit peu, surtout que le Yonsu il peut être utile vu que j'ai 2 plantes actuellement sur le terrain,
et une dans ma réserve. Je pense que c'était acceptable de mettre Kitsune, en fait, dans le mana et de garder son Nounos pour faire des gros tours. Parce que là, le but du jeu, ça va être vraiment de jouer sur le fait que Lyra a beaucoup de statistiques à 0 sur ses cartes. Et là, le Cernunnos, il allait pouvoir être très difficile à gérer. Voilà, encore une fois, l'exemple, voilà, Lyra nous sort le Djinn, qui lui permet de s'accélérer en mana quand il va partir directement à la fin du tour. Mais c'est aussi une stat à 0, donc vous voyez que le petit fuseau, avec 1 de statistique, il permet d'avancer tout de même. Je vais peut-être assurer le coup, voilà, je vais assurer le coup avec la fille d'Yggdrasil, parce que j'ai mon champignon qui va partir en réserve, je vais pas me surcharger la réserve non plus. Et avec 2, il pouvait rajouter en plus le stade Lyra depuis la réserve. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs, je vois. Il match également. Il se vide un petit peu la réserve, je comprends bien. C'est vrai, ça lui fait pas avancer. Je sais pas il a peut-être pas vu qu'il avançait pas sur le biome forêt, parce que là actuellement, bah, il m'empêche juste d'avancer sur la forêt, mais c'est pas grave, j'avance quand même sur la montagne. Donc j'avance des deux côtés encore une fois. Elle est très très forte, la fille d'Yggdrasil, hein. Quand elle vient de la réserve et qu'elle applique pas l'effet de faire piocher ses adversaires, elle est vraiment très très forte. On pioche à brevet, on pioche le monolithe. Le petit fuseau, il est resté là. Il c'est celui qui est revenu de ma réserve. Il a toujours pas eu ses boosts suffisants. C'est là où ça marche bien, c'est quand on peut poser un tour avec le monolithe et le fuseau dans le même tour. Le monolithe coûte 4, le fuseau coûte 1. Si on peut faire un bon tour 5, monolithe, fuseau, ça peut être très fort. L'objectif, c'est de faire peut-être champignon d'abord. Ensuite, on fait monolithe, fuseau. Comme ça, on a quand même 2 cartes sur le terrain et on n'a pas un tour à vide, en fait, mine de rien. Du coup, voilà, c'est effectivement notre petite Kitsune qui est partie en réserve. Donc, voilà, Cernunnos aurait peut-être été utile ce tour-ci plus tôt. Je pense que, tour d'avant, j'aurais dû mettre dans le mana Kitsune et mettre le monolithe ce tour-ci. Le monolithe, je pense que je vais le poser peut-être, parce que j'ai envie de tester. Là, c'était vraiment, j'avais envie de tester les cartes, mais je pense qu'il n'était pas absolument nécessaire. Il a fait l'effet de Lyra, je vais peut-être de Aura, je vais peut-être poser, parce que du coup, il a fait l'effet d'Aura que vous avez vu, en fait. Pourquoi il a posé une carte, ensuite une deuxième? Parce que à midi, il a fait l'effet d'oracle, c'est-à-dire de prendre la première carte de sa pioche et de la poser gratuitement en jeu. Donc c'était une conservatrice l'Irak à 0,4. Et ensuite, ben, c'est son tour de jouer. Il va jouer, du coup, Esmeralda, qui ravitaille et tu lui ramènes le petit combo. Vous voyez, il a récupéré le petit combo, là, des 2 cartes qui font que il a potentiellement un bon gros Yonsu à 505 qui peut tomber. Donc c'est un tour où je vais un petit peu accepter de perdre, en fait, de la tempo. Donc je vais poser le monolithe et ensuite le champignon pour bien le booster, et je garde quand même la possibilité d'avoir un petit sommeil réparateur dans la main, voilà, pour enlever une de ces cartes, essayer d'avancer quand même, parce que je savais qu'il allait avoir un gros tour ce tour-ci, avec l'effet d'oracle, avec en plus la combo qui permet de mettre son Yonsu à 505. Pour l'instant, il avance à gauche et je pourrais rien faire pour ça, donc j'ai ancré une petite carte pour le prochain tour. C'est mort. Par contre, je peux essayer peut-être de m'en sortir à droite et d'avancer quand même avec un bon petit sommeil réparateur bien placé. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, effectivement. Je fais sommeil, c'est la carte la plus faible sur le papier, à une 0-2-2, qui me permet en fait d'avancer également, parce que du coup maintenant il se retrouve avec 0 sur montagne. Il avance des 2 côtés, mais j'avance également, et je me retrouve en position de gagner si je bourre sur un seul côté. C'est le problème des Lyra, ils ont des stats à 0, ce qui fait qu'en endormissant, une seule carte, on se retrouve à vite le bloquer sur un seul biome en fait, et de pouvoir avancer quand même avec 1 de force. C'est vraiment la grosse contrepartie de Lyra. Pour moi qui joue beaucoup Lyra, c'est vraiment quelque chose qui m'embête beaucoup. Par partie, qui va ancrer une nouvelle fois le champignon, donc il devient très très fort, vu qu'il se booste tous les tours. Là, il devient un 4-4-4 ce tour-ci. Puis par partie, tu prends le boost de Tejan et Nora, plus le boost de notre ami le monolithe. Donc forcément, ça devient très fort. Il n'a pas pu réactiver une deuxième fois l'effet d'oracle. Il pourra le réactiver au prochain midi. Donc c'est long, hein. C'est pas pendant un tour de jeu comme ça, d'après-midi, tu peux faire l'effet. Là, maintenant, je m'attends à avoir peut-être un zoo en face, à avoir une prison de peinture. Donc, je vais essayer de booster mes 2 créatures pour qu'il les soit en difficulté s'il a une gestion dans la main, qu'il puisse pas me gérer juste une carte et m'empêcher d'avancer totalement. Là, il me reste 2 de mana, il me reste une carte dans la main, il sait que je peux faire encore abreuver, j'ai potentiellement une deuxième carte à 2 dans la main, il ne le sait pas. Là, voilà, c'est le tour où je jouais le tour pour le tout, de toute façon. Je vais booster mes 2 cartes, et je vais accepter qu'il y ait un zoo qui parte, et s'il y a un zoo qui part, normalement,
ça m'empêcherait d'avancer. Mais bon, tant pis. Si jamais il veut me zou, il est obligé de me zou, du coup... non, il peut me zou la carte qu'il veut, en fait. Non, il est obligé de me zou le champignon. Il y a Yonsu qui sort, ça m'empêchera pas d'avancer. Effectivement, si vous voulez me zou, il était obligé de me zou la carte à 2, le champi. Je tardais par la partie, etc. Donc bon, je pouvais quand même au moins matcher de ce côté-là. Il met toute la force qu'il peut, ça passera pas, ben voilà, et ça a avancé, c'est bon, c'est gagné pour cette première partie. Dernier tour qui peut être un peu difficile parce qu'il y a pas mal de force qui peut être posé par Lyra avec Yonsu. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est un jeu Oracle qui joue assez peu de gestion vu que quand il active l'effet d'Oracle, il a surtout envie de poser une carte et pas de la piocher. Donc c'est un jeu qui joue beaucoup de créatures et on s'en est bien sorti parce que les créatures elles ont beaucoup de force et elles matchent très bien les statistiques à 0 de chez Lyra. On va avancer à la deuxième partie. Deuxième partie, on va jouer contre Hatsadi, j'espère que je le dis bien. Hatsadi, il dit qu'il commence avec 5 compteurs sur la figure, et quand l'adversaire va jouer une créature qui a le coût en mana du nombre de compteurs qu'il a ou plus, il va gagner un compteur supplémentaire et piocher une carte. Donc là, il piochera une carte quand il posera une créature qui coûte 5 ou plus, puis il posera piochera une carte s'il pose une créature qui coûte 6 ou plus, 7 ou plus, 8 ou plus, etc. au fur et à mesure où il va avancer. Donc il y a un petit peu de temps avant que l'effet se mette en place. Je vais commencer avec la fille d'Hydrasil à gauche pour avancer, être quasiment sûr d'avancer. De mon côté, puis de piocher une carte, hop, ça c'est bien passé, il a avancé à droite, j'ai avancé à gauche. Balle au centre, on peut continuer. Donc on se retrouve avec 2 champis dans la main, le monolithe. Le monolithe, j'ai envie de le poser parce que, comme je vous disais, c'est surtout une phase de test pour moi de ce deck-là. Et j'avais très envie de poser mes lieux, voir ce que ça donne. Je sais que les Boros jouent pas mal d'intimidation aussi, donc ça peut être intéressant de poser le fuseau pour augmenter, donner Corias 2 à toutes mes créatures, et augmenter du coup de 2 le coût des cartes qu'il va jouer pour les gérer. C'est largement correct de mettre le fuseau peut-être en mana, parce que il y a que intimidation, je crois en Boros, qui peut vraiment m'embêter. Sinon, le reste, ça reste gérable. 4 de mana ce tour-ci. Généralement, on va essayer d'attendre peut-être un tour de plus pour pouvoir poser le monolithe et une carte à 1, notamment les petits fuseaux. Mais voilà, on les a pas piochés, donc ça va partir sur un tour soit double champi, soit champi Kitsune. On va peut-être éviter de le faire piocher, vite il va aussi piocher avec le Jin ce tour-ci. Donc peut-être qu'un tour double champion ou même un seul tour, rien. C'était peut-être acceptable ce tour-ci d'ailleurs, je suis en train de voir c'est peut-être ce que je me suis dit là quand j'ai manipulé un peu mes cartes, c'est peut-être acceptable de poser que le monolithe en fait et de pas poser de créature parce que comme il a commencé avec le Jin, il a rien posé d'autre. Donc j'aurais pu accepter ce tour-ci de poser le monolithe, de perdre un tour entre guillemets, mais ensuite de poser des créatures un peu plus fortes. Je garde le Druid Moona dans la main parce qu'il permet d'ancrer quand il est en défausse. Donc le but du jeu ça va être de le mettre dans ma défausse, de le jouer, de le mettre dans ma défausse pour qu'il puisse ancrer une créature à un moment clé qui coûte 3 ou moins, donc potentiellement un petit champi. Donc ce tour-ci, ça peut être totalement être un bon tour de faire un champi d'un côté, le druide de l'autre, ou plutôt la fille d'Hydrasil pour éviter d'avoir trop de cartes en réserve. C'est vrai que j'ai un champi qui va partir en réserve, donc le champi qui est sur l'expédition compagnon va partir en réserve. Donc si on veut bien manager, faire attention à sa réserve, voilà, j'ai trouvé le bon mot, ça peut être intéressant du coup de plutôt jouer la fille d'Hydrasil pour ne pas surcharger ma réserve à la fin du tour. Pour l'instant, je match bien correctement à droite et à gauche, donc j'avance à droite parce que je dois avancer sur montagne et j'avance bien. Voilà, il y a la traceuse par exemple, c'est une excellente carte. Elle coûte 2, elle a 3 partout, mais par contre elle est fugace, vous voyez qu'elle a le petit jeton bleu, ça veut dire qu'à la fin du tour elle ne part pas en réserve, donc il va pas surcharger sa réserve vu que la première part directement en défausse et que le puissant Jin, il va le mettre en mana. J'ai un champi qui reste. Ce tour-ci, voilà les vendangeurs du fuseau, ils arrivent, ça fait un super tour 3 du coup, les vendangeurs du fuseau, ça permet de faire vendangeur pour 1, non, d'abord le monolithe et ensuite le vendangeur pour 1, donc pour 5 on arrive à poser un permanent et une créature, là on est un peu plus late, je pense que c'est un tour correct pour poser encore le monolithe. Je sais pas si je le pose sur le tour-ci, je me rappelle plus du tout. Mais ça peut être un tour correct. Il a posé Shenlong. Shenlong, du coup, le fait piocher. Vous voyez que son compteur est passé à 6. Il a pioché une carte parce qu'il a posé une carte qui coûtait 5 ou plus. Son compteur passe à 6. Je pense que c'est un compteur correct pour poser le fuseau parce que le monolithe, je vais y arriver. Parce que il va pas poser d'autres cartes. Il y a très peu de chances qu'il pose une carte à 1. Sauf si c'est un petit Ratatosk 1-1-1 depuis sa main, pas plus sa réserve, qui coûte 3. Donc, je sais que la droite, c'est perdu.
Là, je vais commencer à préparer mon prochain tour, c'est-à-dire, je pose le monolithe pour bien charger mes créatures. J'ai un champignon en expédition héros qui va partir en réserve, mais qui va me faire gagner là actuellement où il est. Pourquoi je pose mon champignon à droite? C'est pas pour gagner, hein, c'est pour préparer le prochain tour en fait, pour commencer à opposer une grosse résistance des deux côtés et compliquer un petit peu les prochains tours qu'il voudra faire. Je pense que le monolithe, là, le deuxième que j'ai dans la main va partir en mana, j'ai pas besoin d'en avoir deux, et surtout c'est quand même 4, donc c'est une tempo qui est un peu difficile à attraper. Je pense qu'il y a, un bon joueur Moona va trouver la bonne tempo pour jouer son monolithe. Là où voilà, un joueur qui débute un peu comme moi dans Moona va avoir plus de difficulté à trouver le bon moment pour le poser. On a 7 de mana, on a une très bonne main. Très bonne main. On peut faire beaucoup de choses avec. On a en plus notre permanent qui va mettre 1/1/1 à chaque fois qu'on va poser une créature, plus du coup Teja et Nora qui mettent le deuxième petit boost parce que c'est ma première créature du tour. Vendangeur à gauche, pourquoi? Parce que je veux lui opposer un souci. On a égalité actuellement sur les avancements. Je veux lui poser un problème. Je sais qu'il va vouloir jouer des grosses créatures, donc je veux lui poser des problèmes. Je veux lui dire voilà, moi j'ai des petites créas qui vont avoir quand même une bonne force. Choisis l'endroit où tu n'avanceras pas. En fait, je veux vraiment lui poser souci et sur un malentendu peut-être l'empêcher d'avancer. Il joue Asmodée du coup, qui lui s'ancre. Donc voilà, il a tiré son dé et le sien s'est ancré. Donc je pense que c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Peut-être arriver à ancrer son Asmodée, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Petite réflexion, qu'est-ce qu'on joue? Ce tour-ci, on peut jouer le druide et Yonsu. Yonsu peut-être le garder pour un dernier tour très fort. Le druide, ça peut être pas mal, parce que je vous rappelle que le principe, c'est que le druide qui est en réserve, on peut le défausser de sa réserve pour qu'il ancre une créature. Potentiellement, on peut ancrer Yonsu, on peut ancrer une fille d'Hydrasil, on peut ancrer encore un champignon, etc. Donc ça peut être vraiment pas mal. En plus, on a nos petits vendangeurs, j'ai perdu leur nom, vendangeurs du fuseau, qui vont nous permettre de mettre une carte en réserve à midi, parce qu'il a été assez boosté. Il décide de jouer la petite menace sur le druide pour me retirer de la force. Malheureusement, j'ai encore 3 de mana, donc du coup, je vais juste reposer, en fait, le druide au même endroit. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Voilà, c'est ça. Je peux comprendre qu'il a évité peut-être que je pose une autre carte ancrée pour... peut-être, voilà, ça m'a fait dépenser du mana pour pas poser une nouvelle fois un lot de champignons qu'il y avait de ma réserve. Je peux comprendre pour éviter de se faire surcharger. Mais c'est vrai, du coup, je peux juste reposer mon druide et continuer à avancer. Je suis pas surchargé en réserve. C'est toujours l'objectif. Vous savez, il ne faut au maximum pas se surcharger la réserve. C'est trop dommage de perdre une carte de sa réserve parce que vous en avez 3, en fait. Je me retrouve dans une position où je peux gagner ce tour-ci, parce que j'ai empêché d'avancer des deux côtés, et moi j'ai avancé. Donc, hop, la fille d'Hydrasil qui arrive depuis la réserve, c'est excellent, parce que du coup, je vais pas le faire piocher quand je la joue. J'ai de quoi ancrer en plus dans la main au cas où. Ah, le petit Sakurabrou, j'avais oublié celui-là. Donc le Sakurabrou sur l'expédition héros, ça permet de faire reculer l'adversaire de 1. Donc maintenant, je me retrouve à être obligé de gagner sur les deux côtés, pour être sûr de gagner ce tour-ci, parce qu'il m'a fait reculer, mais il coûte 7. Donc, il a pioché. Cependant, ça coûte 7, et quand on a 9 de mana, ça enlève beaucoup ensuite de possibilités. Avec 2 de mana, il peut jouer une traceuse à 3/3/3, il peut jouer encore une menace, mais va falloir, voilà, effectivement, qu'il gère bien ces 2 manas, sachant que c'est son tour de jouer, et que moi, j'ai encore 5 de mana derrière pour faire pas mal de petites dingueries. J'ai Cernunnos, j'ai Yonsu, je peux ancrer avec mon druide, etc. Il décide de jouer... J'oublie le nom de cette carte. Le recruteur, peut-être quelque chose comme ça. Un 3/1/1. Donc, ça m'empêchera pas de passer ni à droite, ni à gauche. Du coup, il a plus de mana. Il passe. Et on a gagné, malgré le petit Sakurabrou qui m'a fait reculer. Là, très clairement, le monolithe a été posé, je pense, peut-être au bon tempo, qui m'a permis de bien booster mes cartes, et de laisser des petites cartes qui se sont boostées, qui l'ont vachement embêté, parce que lui doit jouer des grosses cartes pour activer l'effet de son héros. Des cartes qui coûtent très cher, donc c'est sûr qu'il va gagner sur un côté, mais au fur et à mesure, les cartes elles restent, elles se boostent, avec le monolithe en plus, etc. Ce qui fait que j'ai pu matcher ces grosses cartes, et continuer d'avancer avec des toutes petites cartes sur l'autre côté. Donc, solide, hein. Solide, Teja et Moona, en tout cas. On va avancer avec la 3e partie. Et on enchaîne avec une 3e partie, à nouveau contre Oracle. Hein, c'est normal, on peut tous et toutes essayer de faire quelque chose avec tous ces nouveaux héros qui sont révélés, qui ont l'air géniaux. Donc alors, qu'est-ce qu'on garde dans cette main-là? Je pense que le sommeil réparateur, c'est pas mal à garder. Champignon, c'est bon à garder. Le druide Moona, peut-être. C'est un nounou sur le pauvre, hein. Ça il part toujours en mana, celui-là, le pauvre. Mais franchement, c'était ok de le garder également. Je crois que je préfère garder, voilà. Effectivement, sommeil réparateur, druide et champignon. Voilà, même à le voir en replay, c'est ce que j'aurais gardé également. Le sommeil, c'est quand même très cool.
Ça peut gérer des très grosses cartes très vite, éviter les decks qui peut-être vont accélérer et vont jouer sur les deux côtés très vite. Et peut-être aussi, le sommeil réparateur, ça permet, si jamais on a mis trop de créatures d'un côté, d'endormir une de nos créatures, et de quand même avancer et de garder cette créature sur le terrain. Donc on est reparti. On espère ne pas se reprendre un petit combo précipitatrice Yonsu dès le tour 2. Hein, ça, on a vu la première partie, ça a fait très mal. Et quand ça commence par une précipitatrice tour 1, on commence à prendre peur. Donc là, il a bien tiré, parce que du coup, il a eu 2-2-2, ce qui fait que voilà, il m'empêche d'avancer de mon côté. Là, à ce moment-là, c'est vous qui voyez, hein, quand vous êtes à deuxième joueur, soit vous dites « j'empêche l'adversaire d'avancer » et je mets du même côté pour espérer qu'il n'avance pas également, soit je joue de l'autre côté pour qu'on avance tous les deux. À vous de voir. J'ai plutôt tendance à vouloir me dire qu'on avance plutôt qu'on stagne. Après, ça dépend du deck que vous avez, de l'orientation. C'est vrai qu'Oracle, peut-être, est un deck qui veut prendre son temps de bien activer sa capacité. Donc, me ralentir, c'est peut-être mieux pour lui. Au tour 4, il va jouer Robin, il va gagner un nouveau compteur, parce que Robin a une statistique à 0, donc mes cartes vont coûter 1 de plus. J'allais de toute façon avoir un mana flottant ce tour-ci certainement, donc dans tous les cas, c'est pas grave. Ma ligne de play n'a pas changé, hein. J'avais envie de jouer Champignon et Druid Moona, et tour suivant, de pouvoir remettre mon Champignon, mon Druid Moona, de pouvoir le défausser ensuite pour peut-être ancrer une carte comme la Fille d'Hydrasil. Donc voilà, le tour c'est pas grave. Et puis mon Druid Moona, surtout ce qu'il permet de faire, c'est qu'il permet d'avancer en empêchant son Robin d'avancer. Puisque le Robin a une statistique à 0, qui dans tous les cas me permettait de jouer là-dessus pour avancer quand même. Donc j'ai pu avancer sur les deux côtés, puisque mon Champignon est resté un tour de plus, il s'est ancré. Mon Druid Moona boosté prenait le pas sur son Robin. Donc même si Robin est anti-tinant parce que il force à jouer avec un mana en moins quand on joue une créature, eh ben on a pu avancer des deux côtés, donc on n'a pas vraiment perdu notre tour. Robin nous a pas vraiment embêté. Deux filles d'Hydrasil dans la main, donc j'en mets une en mana. J'ai pas forcément envie de faire piocher trop mon adversaire de toute façon. Il y a le fuseau, donc l'arbre qui permet de donner coriace à toutes nos créatures. Ça peut être intéressant de le poser. Ça peut être intéressant, même si j'entends de voir ce qu'il a envie de faire, parce que nos amis de chez Lyra ont quelques contrôles tout de même. La fille d'Hydrasil, n'importe quoi. La précipitatrice qui revient, donc on s'attend à se prendre un bon gros Yonsu. Donc on se dit bon voilà, c'est un tour, on va se prendre voilà un gros tour. C'est même pas Yonsu qui arrive, c'est le Djinn. Donc voilà, je perds mon tour en me disant j'ai de l'avance, je peux me permettre de perdre un petit tour pour poser mon fuseau et l'anti-tiné si jamais il joue des gestions. Comme je vous disais à la première partie, Oracle joue quand même, je pense, à mon avis, dans les builds actuels, assez peu de gestion, parce qu'on a envie de jouer la première carte de son deck quand l'effet s'active. Mais voilà, j'ai envie de tester aussi, voir si c'est une carte que j'ai envie de passer en x2, en x3, etc. Donc autant la jouer pour voir un petit peu sa puissance, et accepter de perdre ce tour, parce que de mon côté, j'ai quand même mon champi qui reste sur le terrain, et il a juste actuellement rattrapé son retard. Mais bon, ça pourrait poser problème de faire ce genre de tour. Je suis pas sûr que ce soit le genre de tour à faire absolument, quoi. Le sommeil va partir, peut-être, ou l'abreuver. Alors, vraiment, c'est une main, je sais pas quoi jeter, hein, effectivement. L'abreuver reste très intéressant, surtout avec le vendangeur du fuseau dans la main. C'est le combo qui marche bien pour que le vendangeur ait ses 3 boosts. Donc voilà, le sommeil finalement est parti. Robin qui revient. Il a ses 5 marqueurs, donc au prochain tour, il pourra poser une carte gratuitement sur le terrain ou la piocher. À Robin, on peut opposer la fille d'Hydrasil parce que c'est des très grosses statistiques, la fille d'Hydrasil, ça c'est sûr. Et j'avais envie de piocher parce que je commençais à sentir un peu d'essoufflement. Le champignon, c'est pas mal du tout à récupérer. Et la fille d'Hydrasil, c'est une très bonne candidate aussi pour être ancrée grâce à la capacité de défausse de notre Druid Moona qui est en réserve. De l'autre côté, Esmeralda qui va ravitailler, c'est très fort. Le seul problème, c'est que Esmeralda a une statistique à 0, 2 dans le reste, donc il m'empêche pas d'avancer à droite. Du coup à gauche, il m'empêche pas d'avancer non plus. Je vais défausser mon Druid Moona pour ancrer certainement ma fille d'Hydrasil. Voilà, c'est extrêmement fort. La fille d'Hydrasil qui va rester un tour de plus à 6-6-4, c'est très très fort, surtout que avec mon arbre fuseau, mon permanent, s'il veut me la gérer, ça coûte 2 de plus. Donc n'importe quelle carte qu'il a pour gérer et qui visera ma petite fille d'Hydrasil, ça va coûter 2 de plus. Donc là, ça va commencer à devenir difficile pour lui. Effectivement. Bon, allez, Cernunnos pour une fois, il est pas parti en mana. J'ai mis le deuxième champi en mana du coup, vu que j'en ai encore un dans la main. L'effet d'Oracle a joué sa précipitatrice. Vous voyez qu'il a toujours 8 de mana. Donc c'est qu'elle est venue gratuitement en jeu. Je vais lui opposer mon petit fuseau, moi, de mon côté, vendangeur du fuseau,
palarmes, hein, les petits vendangeurs, hein, des petites créatures toutes mignonnes, qui du coup matchent très bien parce que ben il n'a pas eu d'un double boost sur sa précipitatrice, donc pour l'instant je passe parce que j'ai une statistique, non je ne passe pas parce que je n'avance pas sur forêt, mais je l'empêche d'avancer actuellement. Pour un de mana, j'ai un peu contré le pouvoir de son héros. Le Yonsu qui arrive évidemment, il est très très fort parce qu'il s'active juste avec la précipitatrice. C'est très 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 fort à ce moment-là. Le combo marche très bien, donc ça m'oppose de la force à gauche, mais je passe toujours. Hein. Vous voyez que malgré ça, ma fille d'Yggdrasil, elle passe toujours. Je passe toujours parce que j'ai toujours un de plus sur le biome de la montagne. À droite, je continue de lui mettre des toutes petites cartes pour l'entitiner. Juste pour l'entitiner, pour l'obliger à sortir des choses. Il va remonter sa carte avec la Tor de sa réserve, hein, c'est l'effet d'Ator, hein, depuis la réserve on peut la défausser pour remonter Esmeralda dans sa main pour pouvoir la reposer et ravitailler à nouveau. C'est pas mal du tout parce que ça lui fait avancer un petit peu son compteur, et puis ça, il joue des cartes pas très chères. On va abreuver pour booster un peu les créatures, surtout si elles restent d'ailleurs. Ça permettrait d'activer également l'effet de mes petits vendangeurs du fuseau, hein, vous savez qu'ils ravitaillent les vendangeurs, ils ravitaillent s'ils ont au moins 2 boosts, donc ça permet de mettre le petit boost supplémentaire qui leur manquait pour pouvoir ravitailler au prochain tour. Ma fille d'Yggdrasil à gauche, elle est toujours très bien placée, elle m'empêche d'avancer, elle me fait avancer. À ce moment-là, à voir, est-ce que je rajoute des choses ou est-ce que je garde? Pour l'instant, je garde, j'avance sur les deux, c'est pas la peine de mettre trop de réserve non plus. J'ai mes 2 créatures qui vont rester bien en place, c'est pas la peine d'en mettre trop. Lui de son côté, ben voilà, la réserve elle est pleine, parce que c'est le souci, Esmeralda a ramené du ravitaillement, mais son ravitaillement il n'a pas pu le jouer, etc. La carte qu'il a joué avec l'oracle à midi, bah elle part aussi en réserve, donc il se retrouve avec 4 cartes en réserve. Là clairement va falloir qu'il sorte, bon Esmeralda, hein. Il faut qu'il la sorte, et c'est un tour, il va avoir 9 de mana, donc peut-être même Asmodée, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec lui, il aurait dû sortir Asmodée, parce que c'est très très cher, et là c'est un tour, il doit absolument m'empêcher de gagner, en fait, parce que j'avance des deux côtés à chaque fois. Vous voyez, c'est plein de petites créatures qu'on joue en Muna, mais qui restent, qui se boostent, et qui sont titinantes, et surtout quand on joue face à un joueur ou une joueuse Lyra qui a des statistiques à 0 sur ses créatures, ben, toutes ces statistiques à 2, 3, elles nous permettent d'avancer quand même. Allez, on a ravitaillé grâce à qui? Grâce à nos petits vendangeurs du fuseau. J'ai gardé le lieu dans la main, le permanent dans la main, le monolithe. Ne faites pas ça chez vous, hein, je pense pas. Je pense que j'étais quasiment sur de l'Enis Tourcy, que je voulais vraiment m'assurer, voilà, même si je gagnais pas, de poser le monolithe pour me faire un super tour au tour prochain, on sait jamais. Voilà, le but c'était vraiment de moi me dire, au pire, j'épuise ces ressources de Tourcy. Et au prochain tour, je fais un énorme tour avec mon monolithe. Je pense que c'était tout à fait correct, hein, de faire un énorme tour à Cernunnos. J'aurais même dû faire ça. J'aurais dû faire un tour à Cernunnos, fille d'Yggdrasil, hein. Très clairement. J'étais confiant parce que j'avais aussi le fuseau qui augmente les coups des cartes qui vont me viser. Donc je me suis dit que même s'il avait une carte pour me gérer comme une prison de peinture, ça allait lui coûter très cher, en fait, de le faire. Un petit Tanuki qui arrive, qui m'enlève mon petit abreuvé. C'est là que je me dis qu'effectivement, ça aurait été beaucoup mieux de jouer ce tour-ci. Cernunnos, fille d'Yggdrasil, voilà. Hop, on a gagné quand même, c'est génial, c'est GG. Mais voilà, on aurait mieux fait, j'aurais mieux fait de jouer ce tour-ci, le Cernunnos à gauche ou à droite, avec la fille d'Yggdrasil bien à gauche comme j'ai fait là, et de pas non plus surjouer. J'ai un peu surjoué avec le monolithe. Je pense aussi que voilà, je voulais un petit peu tester toutes les cartes, et ça m'assurait au moins d'avoir un super tour au tour prochain, parce que toutes ces cartes après elles partaient en réserve. Ou en défausse même. Donc voilà, le solide, très très solide, Teja et Nora, très solide, pourquoi? Parce que les petits boosts, mine de rien, ça fait une énorme différence, quand on voit que les cartes avec lesquelles ils terminent, elles ont 2-2-2 et 3-3-0, pour son dernier tour, et ben d'avoir pu poser des cartes qui sont boostées à 2-1-1, 3-3-3, 4-4-4, 3-2-2, etc. Ben ça fait une opposition assez forte, et surtout on joue sur tous les biomes, parce que son bonus s'ajoute sur tous les biomes. Donc même si on a des cartes qui ont des petits 0 qui traînent ou des petits 1, et ben ça va les booster et on va jouer sur tous les biomes à chaque fois. Et ça c'est très très entitinant pour des personnages ou des héros ou des decks qui vont jouer des cartes où il y a des 0 qui traînent dans les statistiques, parce que nous on va avoir toujours au moins un petite force quelque part qui vont nous permettre d'avancer sur les biomes ou matcher l'adversaire pour pas que lui avance. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, Teja et Nora, c'est un héros que j'aime beaucoup. C'est celui que j'ai pris comme deuxième deck de démarrage en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit abonnement. Allez voir la chaîne principale Jeux de rôle, Dice Story tout court, la chaîne Jeux de rôle si ça vous intéresse de découvrir
une autre petite passion que nous avons, en tout cas sur cette chaîne. À très bientôt, merci beaucoup.